Merci mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus à votre émission. Cette fois-ci, c'est l'émission inaugurale dans cette chaîne Oreb Télévision, émission Bonne Gouvernance. Vous le savez que c'est une émission sociopolitique indépendante d'analyse et commentaires qui a déjà eu à recevoir pour vous des acteurs politiques. En tout cas, on n'a pas exclu quelqu'un, que ce soit une seule autorité dans cette province. Et pour ce faire, nous poursuivons notre chemin comme on ne peut pas disparaître. Et nous avons toujours analysé les sujets d'actualité ou sinon les sujets de l'ère. Pour ce soir, ici, j'ai eu le plaisir de parler avec vous, chers téléspectateurs, de trois petits sujets, notamment le retard que prend la mise en place du gouvernement de cohésion nationale, annoncé par le chef de l'État à l'issue des concertations nationales tenues à Kinshasa, qu'on a clôturé bien entendu au mois de novembre dernier. Et nous allons aussi évoquer cette question de cohésion provinciale, cette fois-ci dans le Bas-Congo, parce que c'est vraiment l'enfant recherché à ce jour. Et nous allons aussi essayer d'analyser ce qu'on appelle pardon du chef de l'État. Et pour en discuter, j'ai trois invités sur ce plateau. Il s'agit de Jonas Lukoki, qui est le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile dans la province du Bas-Congo. Et puis la femme est valablement représentée cette fois-ci encore dans notre émission La Bonne Gouvernance. Je crois que c'est pour la première fois. C'est une émission que les femmes ont toujours fouillé, mais cette fois-ci, c'est une surprise. Merci. Et surtout que c'est le mois de la femme encore. Nous avons Madame Élisée Vuvu-Mpungi, qui est de la majorité présidentielle. Elle est la coordonnatrice adjointe de la majorité présidentielle, province du Bas-Congo. Et à sa droite, nous avons enfin le pasteur Dinzao, qui est un analyste politique. Il est de l'église des Noirs. Bonsoir, mes invités. Bonsoir. Avec vous, mes chers téléspectateurs, en compagnie de nos invités, nous allons essayer d'analyser un peu autour de ces trois sujets. Je ne sais pas si je peux commencer par notre analyste politique, mais j'aimerais commencer par Jonas Lukoki, qui est de la société civile. À votre entendement, M. Jonas Lukoki, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la machine qui doit mettre en place le gouvernement de cohésion nationale tel qu'annoncé par le chef de l'État? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que ça entre, dans un premier temps, ça entre dans la discrétion ou le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État par rapport à la sortie de ces gouvernements de cohésion nationale. Mais au-delà de tout cela, en tant que tel, en tant que scientifique, je pourrais personnellement comprendre dans cet enjeu qui est le président de la République et évidemment les autres qui devront faire partie de ces gouvernements. Il y a ce que j'appelle ici un compromis. Et dans la concession, lorsqu'on cède une partie de ce que l'on a, on doit s'attendre à quelque chose. Est-ce que au niveau de la communauté internationale, par rapport à l'échéance 2016, il n'y a pas de coq en jambe? Est-ce qu'au niveau des opposants, il n'y a pas aussi des refus par rapport à tout ça? Donc, ce sont des questions que je me pose par rapport à ces grands enjeux de la sortie du gouvernement de cohésion nationale. Merci. Merci beaucoup par rapport à votre réflexion, Madame Élisée. Vous êtes de la majorité présidentielle. L'idée est venue de vous, mais aussi au niveau de cette majorité, il y a un Samba. Il y a, par exemple, au niveau national, il y a Mkoko Samba qui, en tout cas, ne conjugue pas le même verbe à ce jour avec Matata Ponyo, son titulaire. Mais apparemment aussi, il y a des choses qui cochent au niveau de cette fameuse majorité que vous représentez au cours de cette émission. Ok, je crois que le sujet a été bien choisi, d'abord, parce que quand vous posez les problèmes tels quels au sein de la majorité, non seulement c'est de la majorité, mais je crois que c'est une maladie qui gangrène un peu tout le monde d'une manière générale. C'est que chacun, lorsqu'il se pointe, lorsqu'il se poste à un poste quelconque, poursuit des intérêts. Donc chaque parti, chaque organisation, lorsqu'il envoie un représentant dans une institution de la place, nous devons comprendre qu'il a des objectifs à atteindre, mais aussi qu'il doit, dans un premier temps, essayer de répondre à l'intérêt général.
Il s'est fait fort malheureusement que parmi le commun des mortels, lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on est ici, et que les gens oublient le mobile qui les a placés là pour essayer de rechercher leurs propres intérêts. Je crois que c'est une tare, si je peux le dire d'une manière générale, sans pour autant entrer dans le problème que venait de citer tout à l'heure. C'est une tare, pourquoi? Parce que chacun croit être le mieux placé pour diriger une institution, pour être à la tête de X ou à la tête d'Y. Et lorsqu'on a placé une autre personne, on se met tout de suite à lui jeter de balles, de pamphlets, pensant que nous sommes mieux placés pour faire mieux. Et une fois de plus, lorsqu'on essaie un peu de se surpasser, je crois qu'on en vient à un consensus, on en vient à une conciliation pour que les choses aillent pour le mieux. Et je crois que lorsqu'un gouvernement est constitué, on ne vient pas tout de go, on ne vient pas à l'aventure, mais c'est question d'abord de poids politique qui doit être suivi et respecté. Nous savons que notre pays, malheureusement, si je ne peux pas le dire heureusement, et parmi le gouvernement, parmi ceux qu'on dit de nous que nous sommes de gouvernements faibles, parce que le gouvernement fort, par exemple, il y a une homogénéité au sein du Parlement, et le gouvernement faible fait qu'il y a une hétérogénéité. Aussi vrai qu'il y a beaucoup de partis politiques, et sans compter seulement le parti politique. À côté de nous, il y a l'opposition, il y a aussi la société civile. Si le chef de l'État a la responsabilité de placer et de fixer chacun, comprenez que la tâche ne lui sera pas facile. Parce que non seulement qu'il part déjà à travers le poids politique de chaque parti, mais il doit considérer même le parti minoritaire qui n'ont qu'un seul député au niveau aussi bien national que provincial. Alors, madame, cela m'amène un peu à avoir un peu de d'éclaircissement. C'est un gouvernement qui, en principe, doit faire plaisir aux hommes, aux formations politiques, aux différentes formations politiques, ou sinon c'est un gouvernement qui doit consolider la cohésion comme cela a été souhaité par les concertateurs. Ok, ça ce n'est pas exclu, mais nous devons savoir que chaque fois qu'un gouvernement est constitué, il y a un certain pourcentage qui est réparti aux partis politiques, un autre présentement à la société civile et un autre pourcentage réparti au niveau de l'opposition. De manière à ce que tous se retrouvent et nous croyons que les représentants qui sont là vont mener à bien la mission. Parce que moi je le dis, aussi bien pour ceux de la majorité présidentielle, aussi bien que pour ceux de l'opposition, parce que nous considérons que la société civile, elle est neutre, donc elle n'a pas de couleur. L'objectif, c'est quoi? C'est que nous voulons le développement et le décollage de notre pays, que nous aimons, que la République démocratique du Congo. Mais maintenant, dans la manière de faire, dans la manière de choisir et dans la manière de placer, c'est là que ça grince. Parce que il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de fusion, et c'est difficile de tomber souvent sur la meilleure personne si tous ne se mettent pas autour d'une table pour unanimement dire, par exemple, pour nous, pour le compte de MSR, voilà qui nous envoyons. Donc il y a toujours de petites discussions, et ces choses rendent difficile la tâche du président de la République. Merci madame. Nous allons revenir. Pascal Nzaou, analyste politique. Comment ça vous passe dans la tête les retards pour la mise en place du gouvernement de cohésion nationale, mais aussi madame a soulevé un aspect et par rapport à ceux qui croient qu'ils sont les seuls à être compétents pour gérer les choses. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. D'abord, je voudrais préciser ici que les gens doivent savoir, en politique, il y a ce qu'on appelle des impondérations, des histoires qui font que tantôt vous avez un dossier sur table, mais il faut tenir compte d'autres aspects. Et c'est ce qui font qu'aujourd'hui, là, peut-être en quelques secondes, nous devions rappeler à quoi qui a fait qu'aujourd'hui qu'on ait cette structure-là, cette dimension d'appellation du gouvernement de cohésion nationale. Et il faut vous rappeler, il y a d'abord les problèmes qui sont les nôtres dans les pays, qui nous a amenés à Addis Abeba pour avoir cet accord d'Addis Abeba, et puis les résolutions 2098 des Nations Unies, vous le connaissez, tout ça sont des traités, ce sont des accords qui ont abouti
aux concertations nationales, bien que les mots la sémantique a posé problème à l'intérieur du pays, parce que à Addis Abeba on a parlé de dialogue inclusif, mais du moins qu'est-ce que vous voulez, il faut faire avec. Maintenant là, il fallait aussi tenir compte dans cette manœuvre de la dimension, la loi de la finance. La loi des finances, c'est-à-dire le budget national. Pendant que la République attendait le gouvernement de cohésion nationale, le Parlement avait déjà terminé la session ordinaire. Or, le pays n'avait pas au mois de décembre finissant le budget. On ne pouvait pas faire partir le gouvernement Matata pour mettre en place un gouvernement de cohésion nationale qui devrait commencer par faire, comme madame venait de le dire, consulter les personnes qui prendraient du temps, nommer le premier ministre, tout ça ce sont du temps. Donc il fallait laisser d'abord le premier ministre Matata pour continuer son travail, mettre en place le budget de la République exercice 2014, et en plus il fallait attendre la loi d'amnistie, parce que dans les résolutions pour pouvoir intégrer les belligérants. Tout à fait, les hommes, les amis de M23, tout ça. Donc tout ça, c'est ce que j'ai appelé des impondérations. Maintenant là, nous avons la loi d'amnistie, nous avons le budget. Et il reste aux amis de la majorité de nous prouver pourquoi est-ce que les choses traînent encore. Voilà un peu les schémas. Merci. Jonas Lukoki, société civile, vous êtes l'une des sociétés civiles ayant pris part aux concertations nationales. Mais on dit que quand vous allez participer au gouvernement de cohésion, vous serez coté comme politique, parce que la société civile, au vu de sa mission originelle, c'est de faire les contrepoids, ou sinon d'être un groupe de pression au gouvernement. Et cette fois-ci, vous allez participer dans la gestion du pays. Qui va alors faire la pression? Bon. Participer dans la gestion du pays, à la gouvernance du pays. D'abord ça, bon, en ce qui concerne notre plateforme, ou bien... Là oui, votre plateforme est la nouvelle société civile. Oui, mais on n'est pas sûr qu'on va participer. Là, vous êtes le potentiel participant. Oui, les potentiels si on doit participer par l'aide de la société civile qui a préparé aux concertations, vous êtes l'une de ces sociétés civiles. Bon, si on entre en fait au gouvernement de large, disons, de cohésion nationale, eh bien, on ne fait plus partie de la plateforme de société civile. En fait, du moins de la personne qui entre. Mais la plateforme reste. Alors, comment vous avez conçu cela? Parce qu'il y a des personnes qui sont quand même ciblées, qui doivent participer à cela. Maintenant que vous sortez cette option, comment entendrez-vous gérer cette affaire? Oui, mais c'est clair. Si une personne de la société civile participe au gouvernement de la cohésion nationale, eh bien, c'est lui. Elle est radiée. Bon, pas radiée, mais il fait une déclaration qu'il participe. Il laisse la plateforme continuer. On s'est choisi quelqu'un d'autre par rapport à cela. Et lui, il fait la politique. Mais en fait, pour répondre aux exigences de la République. En fait, c'est une situation pratiquement qui est venue ex-abrupto, comme on dit, par rapport à la donne nouvelle qui représente la République démocratique du Congo. On parle de la cohésion, on parle du développement, du décollage du pays. En fait, c'est une nouvelle donne. Si quelqu'un, on cible quelqu'un dans une plateforme et qu'il participe dans un pouvoir national, eh bien, pratiquement, il laisse la plateforme, on s'est choisi quelqu'un d'autre. Si celui-là était secrétaire ou si l'autre était, c'est pas moi, oui, mais c'est Jonas, parmi les problèmes soulevés, il y a aussi le choix du Premier ministre, de l'homme prématurable, qui pose problème, qui fait qu'il y ait cette guerre au niveau de la majorité présidentielle, qui ne concerne pas d'ailleurs l'opposition ni encore la société civile. Comment vous êtes en train de concevoir cette affaire? Vous savez que Mukoko Samba ne participe pas aux différentes réunions de Troïka, qui sont d'habitude présidées par les premiers ministres. En fait, vous voulez dire celui qui sera Premier ministre? Oui. Comment vous êtes en train d'analyser cette affaire, cette question de l'homme prématurable? Parce qu'on pense que Matata Ponyo, en principe, doit laisser la place, probablement à quelqu'un de l'opposition.
D'ailleurs, on ne vise pas quelqu'un de la société civile cette fois-là. Oui, mais le pouvoir par rapport à la Constitution appartient à la majorité, par rapport à ces postes de Premier ministre. Bon, nous ne sommes pas dans un truc consensuel par rapport à ce que moi personnellement je voudrais, parce que ici nous avons un calendrier qui risque de nous amener au-delà de 2016. C'est là où moi je pourrais parler en fait d'un compromis avec tous les acteurs politiques et la vraie opposition et de la société civile ainsi que de la majorité pour qu'on puisse pallier à ces déficits évidemment juridiques qui pourra survenir à l'échéance de 2016. C'est là où on pourra inclure l'IDPS par exemple, on pourra inclure MNC, on pourra inclure INC et tout ce monde-là pour qu'on trouve un consensus, un compromis pour pallier à ces déficits juridiques qui pourraient survenir clairement d'ici 2016 parce qu'on sera dans l'impasse. C'est là où je parle en fait de ces compromis. Mais par rapport aux concertations nationales, bon, celui qui sera prématurable, clairement, on voit que c'est la majorité présidentielle. Si on prend Mboko Samba, on prend le Premier ministre qui est aujourd'hui là-bas, ou on prend quelqu'un d'autre, mais il doit être de la majorité selon la Constitution. Merci. Madame, au niveau de la majorité présidentielle, comment vous gérez cette petite guerre dans l'ombre qui oppose Matata Ponyo à Mboko, bien qu'elle n'est pas visible comme ça, mais on sent qu'il y a un sang entre ces des hommes qui ont pu tenir les cadres macroéconomiques. Bon, il faudrait quand même avouer que c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre ni à départager entre les deux, parce que je considère que le Premier ministre Matata Ponyo est valable, aussi vrai que Mboko Samba. Donc nous avons donc à ces postes quelqu'un qui a la maîtrise du pays et quelqu'un qui a un niveau, il faut le dire, élevé pour savoir comment gérer, comment mettre ensemble, comment résoudre certains problèmes. Et nous saluons déjà l'effort qui a été fourni par le gouvernement Matata Ponyo, par les truchements du Premier ministre. Nous voyons que pour une fois dans l'histoire de notre pays, depuis 10 ans, un peu plus, il faudrait aller à reculons, que l'extérieur félicite et parle de la manière de faire et de la gestion de notre pays au travers du Premier ministre Matata Ponyo. Donc il essaie quand même d'équilibrer les choses. Quand il a parlé du cadre macroéconomique, c'était qu'il avait un objectif bien précis qu'il voulait atteindre, quand bien même sur le terrain, je l'avoue, il y a des choses qui clochent encore. Pourquoi je dis qu'il y a des choses qui clochent? Parce que vous voyez et vous savez que le développement d'un pays ne vient pas d'un coup. C'est un processus. Le développement appelle à un processus. Aussi vrai que le pays avait été détruit par le régime sortant, qui nous a dirigés pendant longtemps, ça va prendre du temps pour essayer de racoler les tissus. Donc pour vous, vous apportez encore jusque-là, la majorité apporte encore jusque-là son soutien à Matata Ponyo. Bon, ça c'est difficile de le dire parce que quand bien même je sois de la majorité, que je suis de la majorité, je ne participe pas aux réunions profondes pour savoir un peu qu'est-ce qui mettre à la place. Mais si je dois porter mon jugement, c'est que pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont en train de décider ou qui peuvent décider, il faudrait choisir l'homme qu'il faut et le placer à la place qu'il faut. C'est très important pour les pays de manière à ce que c'est lui qui viendra, même si ce n'est pas le Premier ministre Matata Ponyo, mais qu'il continue cette politique qui nous a déjà remis sur le rail, de manière à ce que notre pays arrive à décoller. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient en but de lui-même pour dire, bon, c'est qu'il a commencé, moi j'ai une autre manière de faire les choses qui casse pour reprendre à zéro son idée ou sa pensée, sa politique, quand bien même elle serait bonne, nous devons comprendre que ça va créer fissure et ça va nous donner encore un peu de retard pour le décollage que nous sommes en train d'attendre. Donc je crois que nous avons intérêt de nous mettre ensemble autour d'une table pour choisir la personne qu'il faut, parce que notre souci aujourd'hui et maintenant, c'est de voir notre pays décoller, c'est de voir notre pays enfin être compté parmi les pays qui aspirent au développement. Et c'est là, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Lorsque nous parlons de développement pour le pays, nous pensons, la plupart des fois, nous voyons seulement économie. Donc, il y a beaucoup de défis à relever.
que la République démocratique doit relever. Il y a les défis d'abord alimentaires, l'alimentation pour tous. Cela implique une production. Donc chacun dans son coin, partout où il est, doit se donner et accepter de produire. Et puis il y a il y a le défi de l'habitat, l'habitation saine pour tous. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a les défis de la santé, il y a les défis de route. Donc il y a tellement de défis à relever que parler de développement aujourd'hui et qu'il vaudra c'est qu'on se tient la main dans la main à regarder les choses en face, la réalité en face pour remédier à chaque problème et d'une manière très profonde. Merci madame. Pasteur Nzaou, la primature revient à la majorité présidentielle, a confirmé Jonas Koki. Madame a aussi renchéri en disant que Matata Ponyo a déjà fait preuve de gestionnaire par rapport au niveau où on s'est retrouvé déjà par rapport à la gestion du pays. Mais on cite encore quelques noms dans certaines indiscrétions. Il y a Obeminaku qui serait primaturable, il y a Kengo qui d'ailleurs, vous savez qu'il a mis en place sous son label, il y a maintenant la structure qu'on appelle l'opposition républicaine, certains partis se sont regroupés. Alors comment vous analysez cette question assez profonde qui passe vraiment avec beaucoup d'analyse dans les têtes des Congolais? Oui, comme vous le dites là, j'ai aimé quand les chefs de travaux parlent du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est un élément important dans la gestion d'un État. Donc le chef de l'État connaît, il a la maîtrise de tous les paramètres sociopolitiques, sociaux et puis économiques de notre pays. Il en connaît. Et vous savez, comme nous venons de le dire dans la première partie de notre émission, il y a tellement de problèmes au sein de la majorité, il y a tellement de problèmes dans l'opposition et dans la société civile, et vous comprenez, il n'est pas facile pour le chef de l'État de prendre une décision qui arriverait à mettre tout le monde ensemble. Quand cela ne tienne, c'est déjà là, les principes sont déjà établis par la Constitution de la République. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement de cohésion nationale qui réunit les gens de la majorité, les gens de l'opposition. La société civile, comme venait de le dire le chef de travaux, là c'est un peu les libérales. Donc les acteurs de la société sont libres de poser des actes tels qu'ils estiment le faire. Mais au niveau de l'opposition, nous avons d'abord une loi sur l'opposition en République démocratique du Congo qui leur impose un certain nombre de choses qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Donc quand vous entrez déjà dans un gouvernement de la majorité, vous n'êtes plus une opposition. Cette loi qui peut être négociée aussi par rapport à la mise en place. Malheureusement non. Nous ne pouvons pas mettre marcher sur la Constitution. C'est ça un problème. C'est vraiment ici l'opposition est reconnue dans la Constitution de la République démocratique. Merci, nous allons. Pour citer, excusez-moi, pour dire que vous avez cité le nom du président du Sénat, Kengo. Aujourd'hui, si le président Kengo quittait l'opposition républicaine pour entrer dans le gouvernement, si ce serait lui le Premier ministre, on ne parlera plus de l'opposition dans le gouvernement de cohésion nationale, c'est la majorité, la nouvelle majorité présidentielle. Merci. Madame, je crois que vous allez, je ne sais pas si vous avez un petit élément, mais je vous prends directement par rapport à la cohésion, c'est mon cohésion, et ajoutez votre mot rapidement et puis vous entrez directement à la cohésion provinciale qui est déjà mise en place. Merci beaucoup. Par rapport à ce que venait de dire le pasteur tout à l'heure, je crois que, aussi pour enchérir à la question que vous m'avez posée, nous avons parce qu'il y a une structure de la cohésion provinciale, une série de la cohésion. Avant d'en arriver là, nous avons besoin d'un leadership organisé. Nous avons de leaders que nous reconnaissons, que nous voyons. Mais maintenant, là, au moment où nous en sommes, nous avons besoin de leaders qui donnent de l'espoir. Nous n'avons pas seulement besoin d'un leader qui a une grande base, qui peut faire n'importe quoi, qui a beaucoup d'argent, mais nous avons maintenant, là, besoin d'un leadership organisé, c'est-à-dire un leader lorsqu'il s'élève, tout
de la population si pas tout le monde autour met de l'espoir ou place son espoir en la personne, comme pour dire avec elle nous sommes sûrs que nous irons de l'avant, parce que d'abord sa manière de faire et par sa probité et sa politique, nous sentons que nous allons nous en sortir. Vous voulez dire quoi concrètement par rapport? Concrètement par là, je voudrais dire que ceux qui estiment être là, ou ceux qui sont en train de se battre pour avoir un poste ou un tel autre au sein du gouvernement, doivent savoir que nous avons besoin d'eux, c'est bien, mais nous allons applaudir, nous allons encourager et nous allons soutenir ceux qui vont apporter une solution adéquate aux problèmes que la population a. Madame, que cet événement aura des répercussions dans la province, Oui, tout à fait. Là, alors, quand vous parlez de la répercussion, c'est-à-dire qu'il est vrai, déjà, au sortir de la concertation nationale, c'était des recommandations qui ont été prises. Et félicitations parce que les choses sont mises déjà sur pied. Il y a une commission qui est là pour ça, pour suivre les choses à tous les niveaux. Et au niveau de province, c'est-à-dire que tous nous attendons le gouvernement qui va sortir de la cohésion, parce que cela aura des répercussions même au niveau de nos provinces. C'est enfin le moment où nous dirons que le rouage ou la machine recommence à tourner normalement. Parce que le temps que ça prend, ça nous donne à tous du retard. Le retard que cela nous donne, nous n'aurons pas à le rattraper. J'aime toujours me référer quelquefois aux Américains et aux Occidentaux qui pensent que leur manière de faire et le travail qu'ils abattent aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'ils veulent avoir demain. Le repos que nous avons pris, les temps que nous avons pris, nous devons comprendre que cela va nous coûter cher. Le monsieur de la société civile plutôt le pasteur venait de le dire, sur le plan économique déjà. Donc il y a des dépenses qui sont en train d'être faites, qui n'étaient pas budgétisées. Donc je me demande bien à la poche de qui cela va sortir, ça va retomber sur le trésor public de l'État. Et tout ça, ce sont des choses que nous sommes en train de décrier. Donc nous encourageons que cela se fasse le plus tôt, de manière à ce que cette cohésion vienne au niveau aussi provincial. Parce que lorsque nous parlons cohésion, nous devons être tous d'accord. Je ne sais pas si les autres ne vont pas me contredire, c'est qu'il y a problème. Il y a des choses qui grincent. Il y a mes attentes. Il y a des manières de voir qui convergent et qui divergent plutôt, mais qui ne convergent pas. Alors nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Ce n'est pas facile. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Dans une famille, vous avez 7 enfants. Soyez-en sûrs que vous avez 7 problèmes à résoudre. Oui, alors maintenant que les veneurs de province a compris que ça n'allait pas dans la province, sans pourtant faire allusion à la cohésion nationale, tel qu'on est parlé, je passe là, il y a un problème de crise de confiance causée par ce qu'on a surnommé hold-up électoral et qu'on sort, ça dépend du terme qu'on peut employer. Mais au niveau de la province, c'est pas là les cas, c'est notre problème qui a mis à mal cette cohésion qu'aujourd'hui on a mis en place une cellule. Écoutez, moi je pense que, heureusement que le pasteur a la Constitution avec lui, c'est-à-dire que lorsque nous parlons cohésion, au niveau de la Constitution, dans son article 204, alinéa 10, on donne la latitude à une province de créer un service public pour venir résoudre le problème qui est crucial, le problème local. Alors, maintenant, en essayant de résoudre le problème local, lorsque le Bas-Congo vit par le truchement de son autorité morale, donc la personne de son excellence, monsieur le gouverneur de province, prend l'initiative. Non, vous savez, pour accoucher d'un enfant, je crois qu'une femme porte 9 mois de grossesse. Ça prend du temps. Il faudrait mettre un processus sur pied. Il faudrait mettre un édit sur pied. Il faudrait que cet édit soit accepté au niveau de l'Assemblée provinciale. Et nous n'ignorons pas qu'ils étaient partis en vacances parlementaires et que demain ils vont reprendre les travaux. Donc on ne peut pas enjamber quelle que soit l'importance de la chose maintenant. Il faudrait attendre que le parlementaire se mette autour de la chose, étudie la faisabilité, créer un service public et enfin nous verrons que cette structure sera opérationnelle. Donc aujourd'hui, parler de la cellule qui est là et de la structure, nous ne pouvons pas leur demander demain directement de commencer le travail. Parce que eux aussi doivent recueillir certains éléments. Eux aussi doivent chercher une équipe qui va travailler autour. Nous venons de le dire, c'est pas facile. Parce que vous pouvez recruter quelqu'un, vous parlez de la cohésion provinciale, croyant que cette personne vient porter sa pierre de contribution et pourtant vient combattre cette même cohésion. Donc c'est une tâche qui est difficile, cette tâche qui leur est assignée. Donnons-leur du temps. Parce que moi je me dis
que c'est vrai qu'ils seront jugés par rapport à ce qu'ils nous ont dit et par rapport à ce qui sera sorti, parce qu'ils seront évalués. Merci. Monsieur Jonas, la nouvelle société civile a accueilli la nouvelle de la série de la mise en place de la série de cohésion provinciale. Comment vous analysez l'affaire? Oui, en fait, je l'ai appris, je pense, hier, avant-hier, sur une chaîne de télévision. Je m'étais demandé, en fait, la mission révolue à cette structure provinciale, de la cohésion provinciale. Et je m'étais également demandé de qui dépend cette structure. Vous venez de dire qu'elle dépend de la majorité. En fait, les attributions révolues à cette structure par rapport au ministère provincial de la cohésion. Je me suis demandé, est-ce qu'il y aura pas... elle va dépendre aussi de ces ministères provinciaux ou comment? Bon, c'est là que je voudrais avoir les éclaircissements de la part de ma sœur bien-aimée à côté là. Non, alors, oui, allez-y. Alors, en fait c'est une très bonne chose parce qu'on dit que la recherche de la paix est la motivation principale de la démocratie même. En fait, le gouverneur des provinces a pris une très bonne initiative, je pense, parce qu'on voit déjà la volonté de cette recherche de la paix, qui, comme je venais de le dire, qui est en fait la motivation principale de la démocratie, mais pourvu que ça soit corollaire au principe de la direction, au principe de management, par rapport à ce ministère qui est là, provincial de la cohésion. Je ne comprends pas comment ça va fonctionner, quelles sont les attributions, les job description révolues à cette structure. Voilà un peu tout ça. Moi, je pense principalement à la puissance de la province. Je pense aussi principalement au rayonnement de la province, donc autour d'une vision, comme ce que je viens de dire là, la puissance de la province par rapport aux autres provinces de la RDC, les rayonnements de la province, les crédits de la province, en fait des choses comme ça qui pourront être prises comme vision principale de toutes ces velléités qui pourront nous amener à cette recherche de la paix. Merci. Et Pascaline Nzao, comment vous avez analysé? Je sais que madame aura un élément de réponse par rapport à la question que M. Jonas a posée. Et Pascaline Nzao, comment, en tant qu'analyste politique, vous avez accueilli cette nouvelle de la mise en place d'une série de cohésion provinciale par rapport aux problèmes cruciaux qui minent la province aujourd'hui et qui ont mis à mal cette cohésion? Merci. Je pense que sur cette matière, moi je pense que j'ai toujours placé la vérité. Je n'ai jamais eu foi aux yeux pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Nous avons suivi les discours du secrétaire général de la cellule provinciale de la cohésion. Il y a beaucoup de choses là-bas, mais en analysant point par point, je me suis dit, c'est déjà, nous aspirons tous, nous voulons arriver à la cohésion provinciale, mais c'est déjà un couac pour nous. Le départ est mauvais. Dans la mesure où il faut avoir dans ces analyses les réflexes de suivre les actes que posent les institutions de la République à partir du gouvernement central jusqu'au gouvernement provincial. Il y a un arrêté du gouverneur, un arrêté numéro 90 bar BISCAB Didi modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 090 BISCAB 0017. Allez-y. Pourtant, oui, j'ai dit, je voudrais me résumer, pourtant, organisation et fonctionnement du gouvernement provincial dispose à son article 5, il fonctionne au sein du gouvernement provincial des services techniques attachés aux différents ministères provinciaux. Oui. Mais quand vous suivez les discours du secrétaire général... vous avez la même inquiétude que oui, monsieur... Tout à fait. La cellule est rattachée au cabinet du gouverneur des provinces. C'est ce qu'on nous dit. Alors s'il y a déjà un imbroglio autour du fonctionnement. Oui. Deuxième chose, nous on s'est dit quoi? Nous avons des problèmes ici dans la province. Oui. Pour mettre une telle structure, le préalable serait
il faut mettre en place une sorte de cadre de concertation. On appelle toutes les tendances, on appelle les hommes de la majorité. Au sein de la majorité, il y a des problèmes, il y a des frustrations. Ils se mettent ensemble, on met les idées ensemble. L'opposition et puis la société civile et tous les leaders religieux, les confessions religieuses. Les gens sont ensemble. Dans le cadre de concertation, on voit comment est-ce qu'on va mettre des institutions, des structures qui peuvent nous amener à la cohésion. Mais il y a un bémol encore davantage. On est en train de mettre enfreindre à la loi. Vous verrez l'article 14 de la Constitution, excusez-moi, nous sommes au mois de la femme, hein? Nous parlons de la parité. La Constitution, dans son article 14, nous parle le pouvoir veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Et vous verrez vous pouvez lire ceux qui ont la Constitution, tous les alinéas 1, 2, et puis 3. On vous parle de la femme, les droits de la femme. Mais ici, on met des gens dans une structure, 5 personnes, des animateurs sont des hommes. Et vous verrez déjà, par là, nous sommes en train d'empiétiner. Non, à cette question, le coordonnateur avait dit qu'on va élargir et puis on aura des femmes. Non, c'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas faire des choses comme moi j'aime le dire, embryon, et puis après on va mettre au propre. C'est une mauvaise façon de faire. Il faut commencer au départ, mettre tout le monde ensemble. Ne demandez pas aux femmes de lever le ton pour arranger après. Merci. Non, il faut faire bien dès le commencement. Et merci, je vous retiens parce que c'est la dernière question. Vous allez répondre en 1 minute. C'est que vous entendez par don du chef de l'État. Cette question nous passe un peu avec difficulté dans les têtes des gens. Don du chef de l'État. Excusez-nous, c'est vraiment difficile à répondre parce que un don, c'est une libéralité. Dans la gestion de la chose publique, c'est une expression qui n'est pas tout à fait propre. Donc, je me limite par là. Merci, madame. À chaque fois, la majorité présidentielle parle des dons du chef de l'État. Don du chef de l'État. On n'a jamais compris, don, le chef de l'État, de l'argent de sa poche, où il a quoi. Il faut qu'on utilise ce terme de don. Ok, excusez-moi, avant d'en revenir, j'aimerais relever quelque chose qui fait un couac là, déjà. Je vois que le pasteur vient de le soulever. Il y a des gens à l'émission passée, quand nous avons été sur Sarah TV, qui ont pensé la même chose. Moi, je pense qu'une structure qui est organisée, c'est-à-dire que n'est pas encore organisée au fond, en comble. Ils sont en train de partir tout doucement, parce que ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que dans la proposition de choses, dont on le dit déjà, ils ont demandé qu'il y ait d'abord une assemblée générale, et qui sera l'organe suprême. Après l'assemblée générale, ils ont appelé un collège ou un conseil de sages. Et dans le collège ou le conseil de sages, il y a nos députés provinciaux, il y a des ministres, il y a des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui ont eu à diriger... Donc concrètement, la femme sera valablement représentée. Tout à fait, qui ont dirigé déjà la province, de manière à ce qu'ensemble avec ces conseils de sages, qu'on relève le problème de la province et qu'on aille jusqu'au bout pour essayer de le résoudre. Merci, donc madame. de ce côté-là, nous pouvons avoir Les passés peut se calmer, merci. Allez-y. Bon, alors par rapport au don du chef de l'État, comme venait de le dire le pasteur, je suis juriste, donc lorsqu'on parle de don et legs et libéralité, c'est-à-dire que la personne qui octroie de don se réserve le devoir de destiner la chose à une personne bien déterminée. Donc, si la chose choque ou si la chose choquait, nous devons aller auprès de la personne à qui le don a été destiné pour que cette personne donne des éclaircissements sur qu'est-ce que la personne pense ou l'institution pense faire de ce don qui a été donné par le chef de l'État. Parce qu'un don, comme venait de le dire, ça peut venir de sa propre poche, c'est un don qu'il a donné. Ce n'est pas forcément qu'il doit tirer dans le trésor public de l'État, comme il peut le faire, mais il donne en don. Tel que les stades, par exemple, ici, on peut parler du don du chef Bon, de l'État? là, parler de don pour le stade, je ne sais pas. Nous tous, nous avons été au lancement de travaux de construction. Nous avons vu que dans le discours tenu aussi bien par les députés nationaux venant de Kinshasa et des ministres qui étaient présents, ils ont quand même admis que le Premier ministre
Matata Pon, excusez-moi, avait remis un certain montant, une certaine somme à notre gouverneur de province, qui lui a pris la latitude de multiplier par 5 pour avoir cet argent et aller remettre auprès de constructeurs chinois pour qu'ils commencent le travail. Mais nous devons comprendre, quel que Et là, on soit... va parler des dons. Quand c'est le chef de l'État qui... Quand c'est la deuxième étape et phase, ça devient don. Ne vous en faites pas, parce que quand il apporte cet argent, il est sûr qu'il a été tiré de quelque part et que c'est pas sorti de sa poche. Il peut pas venir dire que c'est un don, parce que je crois que lorsqu'on parle du gouvernement central, ils ont la responsabilité de répondre aux problèmes qui sont dans les provinces. Et un des problèmes cruciaux pour la jeunesse, c'était que il y ait un endroit où le jeune peut se divertir, jouer au foot, le stade, d'autant plus que nous savons qu'à Matadi, différemment d'autres provinces, il n'y a pas tellement beaucoup d'endroits de divertissement. Merci. Monsieur Jonas, comment vous avez accueilli vous avez accueilli tout ce des dons du chef de l'État? Oui, je pense que madame vient de le dire ici, que lorsque on est au pouvoir pour gérer la chose publique, dons et legs, on est lié par un contrat social avec la base, avec la population. Alors, de ce fait, un don, c'est une faveur, en fait, imméritée. Une faveur imméritée. Donc, même quand ça vient du trésor public, venant des contribuables. En fait, un don, c'est une faveur imméritée. Est-ce que la population à qui on donne cet argent-là, à qui on fait du bien, est-ce que ne mérite-t-elle pas cela? Moi, je pense que c'est un habit de langage, utiliser le terme don, puisque les autorités politiques sont liées par un contrat social. C'est eux qui gèrent les ressources du pays et évidemment d'autres legs, en fait, qui doivent mettre au profit de la population pour résoudre les problèmes de la population. Donc, parler des dons, je pense que c'est dans les pays purement qui ne respectent pas assez les concepts d'État des droits. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Je ne vous autoriserai pas d'aller vraiment dans la conclusion, mais en tout cas, si vous pouvez m'aider avec 10 secondes, dites un mot qui, par rapport à ce qu'on a dit, qui peut nous aider à conclure l'émission, et ça peut être très bon, M. Jonas. Ce qu'on a dit ici, en fait, je suis enclin de dire que il s'agit du gouvernement national qui traîne à sortir. On a fait des analyses de part et d'autre. Moi, j'ai épinglé évidemment. On n'avait qu'à dire 10 secondes. Que j'ai épinglé évidemment les problèmes au niveau interne et au niveau externe. Donc, c'est, à mon avis, ça poserait problème par rapport à cela. Est-ce que l'opinion internationale est pour l'échéance 2016? Est-ce que l'opinion locale est pour l'échéance 2016? Qu'est-ce que la majorité va bénéficier en incluant les acteurs politiques d'autres structures? Parce que en fait, il faut un échange. Lorsqu'on fait un compromis, moi je donne, je concède, et les autres aussi, ils me donnent un peu d'espace peut-être pour aller jusqu'à 2017 ou 2018. Alors qu'est-ce qu'elles vont gagner? S'ils ne trouvent rien, ils peuvent dire que en fait, on fait table rase de cette histoire. Merci. Parce que parce qu'on doit conclure par le mois de la femme. Parce que une petite conclusion, vraiment, vous m'aidez. Merci beaucoup. Nous voudrions d'abord commencer par présenter notre amour avec nos femmes qui fêtent leur mois de mars. Et pour dire aux uns et aux autres, nous aspirons tous à la cohésion provinciale. Question de comprendre, comme l'a dit les chefs de travaux, que chacun doit concéder, doit comprendre que non, les Bas-Congo, c'est la propriété des Bas-Congo. Voilà. Merci madame, en tout cas. Ok, merci en tout cas. Je ne sais pas si je vais essayer de résumer, c'est que de mettre un peu en musique les pensées que j'ai. Je pense que par rapport aux dons, je prends un exemple, je suis juriste, je rentre toujours là. Vous savez qu'au niveau d'une famille, il y a deux parents qui ont de biens, qui de leur vivant dispatchent dans le testament pour savoir que telle autre part revenait à tel.
Mais par rapport au comportement, Ah non, c'est la une manière de conclusion. faire et la responsabilité des enfants, il peut arriver qu'un parent fasse un don à l'un, une libéralité à une institution philanthropique et un legs à un autre enfant. Donc ça dépend du pouvoir discrétionnaire, encore une fois, du parent vis-à-vis de l'enfant à qui il veut donner le don. Alors pour terminer, par rapport à ce que le camarade venait de dire tout à l'heure sur 2016, c'est vrai qu'il n'en a pas été question ici, mais je voudrais dire que déjà sur le plan juridique, il y a eu un vide. Il y a eu un vide parce que on a élu en 2011, donc avec les 5 ans de mandat, il fallait attendre 2016. Or, lorsque nous voyons les choses dans l'entretemps, au niveau provincial, les institutions provinciales, le Parlement n'est pas encore, nous n'avons pas encore procédé aux élections provinciales. Donc c'est déjà quelque chose qui a faussé la carte dès le départ. Alors, ça crée problème. Est-ce que il faudrait qu'ils laissent tomber les choses? La Constitution dit non. Ceux qui sont là aussi longtemps qu'on n'a pas encore élu de nouveaux parlementaires sur le plan provincial, ils continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'ils passent. Donc ça veut dire que déjà c'est vide juridique. Il faudrait trouver une solution pour savoir comment le combler. Merci madame. Merci à vous chers téléspectateurs. En tout cas les gens ont réagi par rapport à la construction du stade. Il y a quelqu'un qui est sceptique ou sinon qui dit que le stade ne sera pas construit. L'autre se demande si réellement quelle main d'œuvre on a pris pour la construction, pour les travaux de la construction du stade et de Pimvadou. Merci à vous qui nous avez fait confiance à cette émission. Merci. Et vous avez suivi les brillantes interventions de nos invités. On a eu le plaisir d'inviter pour la première fois, la toute première émission chez HTV La Bonne Gouvernance, Madame Élisée Vumpungi pour la majorité présidentielle, elle est MSR, et puis Passé Dinzao, analyste politique. Enfin, Jonas Lukoki pour le compte de la nouvelle société civile. Vous suivrez encore cette émission sur www.aidibacongo.net et merci encore à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette émission. Nous nous retrouvons le vendredi prochain à la même heure et pourquoi pas dans la même chaîne. Au revoir. All it dreams about is the freedom of the nation, when every man will be equal in the lands of the Lord.